Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Salut David. Alors on va patienter 30 secondes pour faire arriver tout le monde, si ça vous va. Et puis après, on va sans plus tarder se lancer. La salle se remplit peu à peu. Ouais. Bon, moi, je sais pas vous, mais moi je suis dans la banlieue sud de Paris, Fontenay-aux-Roses. Il fait froid, mais beau. Et j'espère que pour vous, c'est un peu ce cocktail. Eh bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui nous passionne tous, je pense, de notre présence aujourd'hui, sur le manager. Le manager comme acteur clé du développement des compétences. On va se poser la question pourquoi et puis comment. Donc voilà, l'idée c'est de balayer ce sujet qui, bien sûr, on n'a pas on n'a pas la prétention de le voir de manière exhaustive en 45 minutes, mais en tout cas de partager avec vous notre point de vue basé sur nos expériences et puis sur nos cas clients, nos références clients et la manière dont on aborde ce sujet avec nos interlocuteurs. Voilà, alors David, je crois que... Voilà, parfait. Ah, mais Euh, j'ai une espèce de table de mixage qui me permet de, oui, toi, de faire des zooms, voilà. Donc ne t'inquiète pas, je faisais un gros plan sur toi. Voilà. Ok, bon bah super. Du coup, le programme, il sera assez simple. Pourquoi cette question? Après, on verra comment le manager euh, peut être et doit être finalement le chef d'orchestre du développement de son équipe. Comment bah, du coup il doit faire évoluer ses compétences pas pour mieux répondre au développement de son équipe et pour mieux la développer. Et puis après, d'un point de vue outillage, comment finalement la HR Tech et la Management Tech vous aident et permettent finalement d'opérationnaliser tout ça. Voilà. David, est-ce que tu... Je prendrai la main après, mais est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, très bien. Bah, bonjour à tous. Je suis David Guillochot. J'ai le plaisir d'être un animateur d'une belle start-up voilà, qui a maintenant presque 7 ans. Donc, je ne sais pas si on peut encore l'appeler start-up, mais elle est très, très innovante sur des sujets, bien entendu, qu'on va aborder aujourd'hui. Hein. La mission de Zest, c'est de répondre aux enjeux RH des organisations qui sont quand même très humaines, que sont nos entreprises. Voilà, donc en leur apportant des solutions pour justement les managers et la RH pour trouver ce chemin entre performance et épanouissement dans l'organisation avec des pratiques managériales et des process RH qui soient bien entendu plus modernes. Et on a le plaisir de le faire avec une communauté de clients qui zestent leur management, vous voyez, de secteurs très différents, de tailles très différentes, qui est une des caractéristiques de Zest, c'est de s'adapter particulièrement aux cultures, aux spécificités. Et donc, on fait 3 choses. On aide à déployer, accélérer le déploiement de la stratégie en responsabilisant toute l'organisation. On aide à piloter l'engagement pour anticiper les problèmes et l'améliorer en continu, en particulier au travers de l'expérience collaborateur. Et puis, on fait vivre des rituels modernes de management qui accélèrent la performance et renforcent la culture. Voilà, c'était pour Zest. Mathieu, je te propose de présenter pareil, 365 talents. Très clair, merci. Du coup, 365 Talents, nous, on est une entreprise qui a été créée en 2015. Donc, moi, je suis cofondateur de 365 et je m'occupe du développement commercial. Voilà, donc voilà, on a 300 000 utilisateurs aujourd'hui. On a une entreprise de 70 personnes et on est déployé plutôt globalement. Et on aide les grandes entreprises à mieux connaître leurs collaborateurs en les aidant à avoir une vision dynamique sur les forces en présence, sur les compétences, les expériences, les motivations et les appétences des collaborateurs pour répondre à 2 enjeux. Un enjeu de personnalisation des parcours et de visibilité sur ces parcours. Et un deuxième enjeu un petit peu plus macro qui est comment on accompagne les entreprises dans les transformations auxquelles elles font face en ayant la vision la plus claire sur les compétences et en étant capable de comparer ça avec les besoins stratégiques à 1, 2, 10 ans de l'entreprise en matière de compétences et être capable derrière de construire des
des parcours d'upskilling et de reskilling. Et on a comme utilisateurs les RH qui sont nos donneurs d'ordre, mais bien sûr, et c'est ce qui fait le lien avec notre sujet du jour, les managers et comment finalement on permet aux managers via notre application d'opérationnaliser la stratégie RH de l'entreprise. Voilà. Et là, quelques références, mais tout ça pour illustrer le fait qu'on a un positionnement qui est très grand compte, multisecteur, mais avec une approche qui est très basée sur l'accompagnement d'entreprises qui comportent, en tout cas, qui compte beaucoup de collaborateurs. Parce que ces sujets finalement de visibilité sur les compétences sont particulièrement présents dans ces entreprises-là. Donc, entreprise de taille intermédiaire et puis grand compte. Et alors, pourquoi 365 et pas 365? Alors, moi, j'ai une question pour toi. Eh ben, 365 parce que c'est pour finalement évoquer le caractère un petit peu dynamique de la gestion des compétences. On se dit, nous, qu'il faut avoir une vision plutôt en temps réel qu'une vision statique sur les compétences. Et c'est en contre-pied finalement aux process RH qui peuvent être annuels, comment finalement on arrive, nous, à donner une visibilité plutôt quotidienne sur le développement des compétences et sur le souhait des collaborateurs. Donc voilà, 365 pour illustrer le quotidien finalement et le dynamisme avec lequel il faut adresser ces sujets. Très bien. Et pour Zest, voilà, on a choisi Zest parce qu'effectivement, on aime bien zester les organisations, les process, les pratiques managériales. Donc, voilà, pour donner un peu un souffle nouveau et voilà, et vous aider à relever tous ces défis. Qui sont nombreux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons du pourquoi du sujet, hein, ces défis qu'on a choisi. Alors, je ne vais pas vous faire ou dépeindre ni faire une conférence en mode mini TEDx sur le monde VUCA ou le monde qui se transforme. VUCA ou pas, d'ailleurs, c'est un sujet de débat pour certains. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que voilà, les dames et les messieurs qui sont en face du futur pour mobiliser leur organisation, trouver les nouveaux défis ou comment répondre à ces défis extérieurs, eh bien, elles doivent remettre en cause plus souvent ce qu'elles pensaient acquises. Elles doivent trouver de nouvelles solutions, trouver de nouvelles ressources, trouver des nouvelles modalités d'engagement de leurs collaborateurs, de leurs talents dans l'organisation, avec parfois des grosses différences entre les métiers, entre les pays. Et donc, tout ça crée une espèce de super complexité. Et face à la complexité, souvent, le plus simple, c'est d'avoir des phares, des balises qui soient très claires. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on pense que les managers font partie de la réponse. Ils existent depuis longtemps. Ils ont été questionnés, mais on va voir que, et c'est le but de ce webinar, qu'ils ont un rôle qui peut être justement très positif, en particulier sur ce sujet du développement des compétences, qui est, Mathieu, un sujet sur lequel il y a quand même des statistiques qui marquent et qui sont toujours au rendez-vous. Hein. Oui, les statistiques, on en a affiché quelques-unes. Il y en a une qui est qui illustre particulièrement bien ce que tu viens de dire, c'est que 56% des entreprises françaises indiquent qu'un déficit de compétences pèsera sur leur compétitivité. Voilà, ça c'est parce qu'on a finalement des compétences qui évoluent vite, qui sont périssables rapidement. On ne sait pas trop du coup quelles seront les compétences de demain, donc c'est relativement anxiogène. Et donc voilà, cette statistique illustre bien ça. Et nous, clairement, avec nos clients, c'est un peu le constat de départ en fait. Ok, on sait qu'on manquera de compétences, mais déjà, en tout cas, si on a déjà une vision un peu claire sur ce qu'on a dans la maison, et ben du coup, ça sera déjà, ça nous permettra d'être agile et peut-être de savoir vers quoi il faut aller. Voilà, mais ça n'empêche pas la réalité. En tout cas, ça 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore. Quand on parlait quand je parlais de caractère anxiogène de tout ça, voilà, on ne sait pas vers où on va. Et ça, c'est pas, c'est particulièrement illustré et palpable chez les clients qu'on accompagne. Je sais pas Alors, si, oui, pardon, Mathieu, vas-y. je sais pas si tu partages ça ou en tout cas si toi c'est. Oui, alors moi, tu sais, je suis plutôt politique du verre à moitié plein, et donc j'y vois des opportunités, et donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux, voilà, il y a des nouvelles carrières qui vont se dessiner avec des nouvelles compétences à acquérir et des possibilités aussi de motiver aussi les collaborateurs à développer leur employabilité avec des compétences qui sont effectivement récentes pour eux, voire tout à fait nouvelles. Mais c'est des points positifs.
je pense que ce contexte qu'on évoquait en introduction, hein, auquel on fait tous face, au moins sur une bonne partie de nos activités, eh bien, c'est aussi de se rappeler la règle, on va dire ça comme ça, du 10-20-70 dans la formation que vous connaissez, alors voilà, qui a une vertu d'abord pédagogique, mais qui plante un peu le décor que je pense que chacun matérialise dans sa propre expérience et dans celle de ses collaborateurs. C'est en gros la très grande importance de ce qui est fait on the job, c'est-à-dire dans l'action de sa mission, plutôt que des formations très très formelles, très très organisées, qui sont utiles et particulièrement pertinentes sur certaines thématiques ou certains objectifs pédagogiques, mais clairement qui sont la pointe émergée de l'iceberg. Et ça, c'est ça que je veux mettre ici, eh bien, dans le pourquoi de ce webinaire, c'est de traiter et de vous aider à traiter ce sujet des 70%, voilà, qui est le plus important. Et puis, comme on l'évoquait, on est en mission là aujourd'hui, en mission sauver le soldat manager, ou en tout cas pas le sauver, mais aider à valoriser ce rôle très très important qui a été beaucoup décrié des managers. Et clairement, il y a un sujet on va dire d'attractivité sur ce rôle de manager, puisque une statistique montrait que 79% des salariés ne souhaitent pas devenir manager. On ne peut pas tous être manager, il vaut mieux pas parfois, mais c'est clairement un sujet d'appétence sur ce rôle qui est assez formidable, qui nous semble intéressant de mettre en avant, parce que pour nous, et on le verra plus tard, le développement des compétences, ça peut faire partie d'un élément d'attractivité de ce rôle du rôle du manager. Exactement. Et du coup, le manager chef d'orchestre du développement de son équipe, ça veut dire, alors ça sera peut-être un gros mot pour certains, mais en tout cas pour nous, c'est une opportunité, c'est de faire en sorte que le manager soit quelque part un RH de proximité. Et donc, qu'il œuvre au développement de son équipe, donc à l'employabilité des collaborateurs qui l'encadrent, et qu'il œuvre aussi à la fidélisation et à la rétention de ses talents en leur offrant finalement de la visibilité sur les opportunités de développement au sens large, en termes de mission, en termes de poste, mais aussi en termes de formation. Et donc ça, ces sujets de formation on the job que tu expliquais, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, pour ça, le RH doit, enfin le manager, pardon, c'est un lapsus, il doit se transformer en RH de proximité. Et ce qu'on se dit, et c'est ce qui finalement, c'est finalement ce qui sortait des statistiques qu'on vient de voir. Pour nous, c'est une opportunité. Ça peut être anxiogène, ce manque de visibilité, mais pour être le plus à l'aise possible avec tout ça, il faut être capable de cartographier les compétences. Et en tout cas, il faut que la visibilité macro sur les compétences de l'entreprise soit au rendez-vous, et donc que la visibilité sur les compétences de son équipe pour le manager soit également au rendez-vous. Il y a un double impératif à tout cela. C'est s'adapter au business. On parlait de l'obsolescence des compétences et du fait que celles-ci apparaissent et disparaissent assez rapidement. Le manager doit se transformer en RH de proximité, notamment sur des sujets de GPEC ou de GEPP. C'est lui qui est le plus à même finalement de cartographier les compétences, les expériences, mais également les motivations de ses équipes. C'est lui qui est le plus à même, qui est le relais de la RH, et c'est l'expert métier et qui doit dire OK, voilà comment mon métier évolue, voilà les compétences qui seront finalement importantes dans les mois, dans les années à venir, et inversement, voilà les compétences qui seront en disparition, et comment du coup j'amène mes collaborateurs, comment j'accompagne mes collaborateurs dans leur plan de développement pour faire en sorte de travailler à leur employabilité. Et donc ça, c'est un volet hyper important parce que la RH au sens global n'a pas vocation à pouvoir traiter de manière locale, en tout cas n'a pas l'œil assez fin pour être capable de traiter au niveau local tous ces sujets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc finalement, son relais sur le terrain, c'est le manager. Donc il faut être capable de l'accompagner finalement vers la dimension RH de son poste. On parle là de GPEC, mais on parle aussi dès l'onboarding et dès le recrutement de ses collaborateurs. C'est lui quelque part qui est le mieux placé pour définir des fiches de poste et puis après pour accompagner les collaborateurs, comme on l'a vu dans leur employabilité. Fidéliser et motiver, ça c'est un point qui est essentiel. On avait souvent l'image
une vision très top-down de finalement du rôle du manager. Aujourd'hui, et ça t'en parlera David tout à l'heure, son positionnement de coach et son positionnement finalement très lié à son leadership, c'est hyper important. Et son boulot à lui, ça va être aussi d'être capable de fidéliser, en tout cas d'offrir aux collaborateurs la vision la plus claire possible sur les opportunités des collaborateurs en termes de poste, en termes de mission, en termes de formation. Et là, son rôle est essentiel à ce niveau-là. Est-ce que toi, David, sur cette partie fidélisation, motivation, tu as des exemples ou pas des exemples, mais est-ce que ça Mmh. fait écho finalement au sujet que tu adresses avec tes clients? Oui, enfin, exactement. Enfin, en gros, dans les éléments de motivation, il y a, et c'est très fréquemment d'ailleurs l'item le moins bien noté, il y a la carrière en fait. Hein, il y a l'employabilité, le développement personnel, et ça, ça nécessite déjà d'avoir une carte en fait, de savoir où est-ce que je me situe, où est-ce que je peux aller. Si on me dit d'évoluer, ok, mais pour faire quoi et quelles sont mes compétences aujourd'hui que j'ai et celles que je dois acquérir et comment. Et c'est pour ça que cette logique de cartographie, on va dire de GPS, hein, si on veut le donner de manière beaucoup plus dynamique, est vachement important et très attendu. Et ça, c'est le rôle des experts, des spécialistes du côté de la fonction RH, en collaboration avec les experts métiers, les experts terrain, les managers. Et il ne faut pas effectivement, on va dire, minimiser le rôle des managers de proximité pour donner du sens à cette cartographie. Et c'est pour ça que chef d'orchestre, c'est aussi dire, ok, on a décidé de jouer cette grande partition en termes de l'organisation, mais localement, voilà la musique qu'on va jouer ensemble, parce que le siège, il ne sait pas qu'il y a cette compétence qu'il faut qu'on développe, parce que c'est très important, on vient d'avoir un nouveau produit ou une nouvelle technologie qu'il faut qu'on maîtrise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de chef d'orchestre, du développement des compétences, et ça part de co-construire cette partition et de la faire jouer. Et ça, on va le voir dans un deuxième temps, justement. Moi, juste pour conclure sur ce sujet-là, en tout cas ce sujet de chef d'orchestre, moi, ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'il est vraiment question de culture. Donc, ok, le manager, il est chef d'orchestre, mais il faut faire en sorte finalement que toutes les conditions soient réunies pour qu'il puisse l'être. Il faut que lui aussi évolue dans son positionnement de manager. Et ce qu'on voit aussi chez nos clients, du coup, c'est que offrir un champ des possibles à son collaborateur, c'est pas juste offrir un champ des possibles au sein de son équipe, c'est d'être capable aussi de lui donner de la visibilité des champs des possibles dans toute l'entreprise. Donc il y a aussi une dimension de lâcher prise et d'être capable aussi de booster la mobilité interne. Et ça veut dire aussi qu'on doit être capable de peut-être se séparer de ses meilleurs éléments parce qu'ils souhaiteront aller sur un parcours dans une autre entité et de booster la mobilité transverse. Finalement, pour un enjeu macro qui est de se dire on préfère qu'un collaborateur reste dans l'entreprise et donc aille dans une autre équipe plutôt qu'à y trouver finalement son bonheur ailleurs. Donc cette notion de culture, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais aussi elle est hyper importante parce que le lâcher prise, c'est aussi ça, et fidéliser ses collaborateurs et pérenniser aussi les compétences et le maintien de ses compétences dans l'entreprise, ça veut dire parfois les laisser partir. Alors c'est un vieux sujet, hein, effectivement, le frein, on va dire, de la mobilité qui est très délicat, effectivement, à craquer. Et tu parlais de culture, c'est certainement l'une des façons de faire. Et donc il y a cette orchestration finalement du parcours du collaborateur, inter-équipe, avec multi-équipes, multi-expériences, multi-compétences, sur lequel chaque, on va dire, c'est un peu comme quand on fait des tournées, on va avoir des chefs d'orchestre un peu à chaque étape de sa carrière. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, à titre personnel, les meilleurs moments professionnels, c'est quand j'ai eu un chef d'orchestre de mon développement quelque part en face de moi. Et ça, c'est, je pense, très impactant et fidélisant. Et justement, ce rôle-là qu'on essaye peut-être certainement d'avoir tous si on est manager, hein, de développer son équipe, puisqu'on n'est pas dans un statu quo, on l'a vu, eh bien, qu'est-ce que ça questionne finalement par rapport à notre rôle et en termes de compétences, en termes de posture, et peut-être que ça a une incidence sur l'attractivité justement de ces rôles. C'était notre parti pris initial. Alors, j'aurais pu prendre Didier Deschamps d'hier soir, bien entendu, parce que pour la postérité, donc
on est qualifié en finale. Et là, je mets Fabien Galtier dans le rugby, pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Je mets en avant ces deux personnes que j'admire beaucoup, parce qu'elles elles sont la démonstration, alors extrême, parce que c'est du sport de très très haut niveau, mais de l'impact que peut avoir quelque part un manager dans sa relation avec un collectif, et c'est très clair, hein, quand on voit l'équipe de rugby française, quand on regarde l'équipe de France, elle a grandi, et avec en plus des défections de dernière minute pour la Coupe du Monde qui sont quand même hyper lourdes, et malgré tout on est en demi-finale. Donc ça veut dire que le manager, il a eu ce rôle-là avec ce collectif, alors, premièrement, et ça c'est des compétences qu'il faut mettre en avant, à notre avis, sur le rôle du manager dans le développement des compétences des équipes, eh bien, c'est donner ce cadre motivant. C'est en gros passer du référentiel de compétences qui fait peu rêver, on va se tous dire, à quelque chose qui donne du sens, inspire. Voilà, pourquoi on me demande de développer cette compétence? Quel est mon intérêt? Quelle est mon excitation que je vais avoir pour le faire, quelque part? Et puis aussi, parce que c'est pas que on va dire un supermarché où on achète des choses, hein, c'est clairement quelque chose où on est acteur, eh bien, c'est de responsabiliser. C'est-à-dire, si tu veux aller à ce niveau-là, si tu veux te développer, eh bien, c'est toi la réponse. C'est pas moi qui vais le faire à ta place. Et ça, les discours de ces coachs que j'ai cités sont clairement, quand on regarde leur interaction avec les joueurs, ils sont clairement, c'est OK, c'est ta responsabilité. Et ça déconne pas. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est pas le star system. Donc, c'est vraiment cette relation d'aspirante et de confiance exigeante, qui permet effectivement de développer son équipe, et de leur donner envie de se développer quelque part. Et puis, une fois qu'on a ce moteur-là, eh bien, il faut effectivement la moulinette, un peu les rituels, la dynamique, les interactions qui vont aider sur la durée à franchir toutes ces étapes. Développer les compétences, ce n'est pas facile. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette posture de manager coach, bien entendu, qui est lié à l'image qu'on a choisie. Mais c'est quoi concrètement? C'est faire du feedback sur le développement des compétences, et pas attendre l'entretien professionnel pour le faire. Sur le développement des compétences, c'est surtout de l'observation. Je t'ai vu faire ça, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Quel a été l'impact? Et de pouvoir objectiver finalement la maîtrise de cette compétence, les conséquences, et puis les pistes d'amélioration. C'est aussi de connecter avec des ressources, avec des données, et on le verra après, on est fournisseur, et c'est l'un de nos rôles en tant qu'offreur digital, c'est de donner plus de données au niveau des décideurs, mais c'est aussi de connecter avec des personnes, avec bien sûr l'offre de formation que la RH a à sa disposition, et ça c'est important. Et vous savez que c'est pas un sujet toujours facilement achevable, de faire en sorte que son beau catalogue de formation soit bien utilisé. Et puis c'est cette collaboration itérative. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein, voilà. Ces gens-là, ils impactent pas leur équipe juste en faisant un brief au début de l'année et à la fin de l'année. Voilà. Ils le font par des contacts individuels, collectifs, régulièrement. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de sens. Et l'image du sport, perso, je la trouve particulièrement inspirante, et aussi certainement un peu motivante pour les managers de proximité. Mathieu, est-ce que toi, tu vois justement, là, on a dessiné un espèce de manager idéal. On ne peut pas tous être Galtier ni Deschamps, hein. Ça serait peut-être dangereux d'ailleurs. Mais est-ce que tu vois des choses, toi, qui se développent par rapport à ce sujet de l'évolution du rôle du manager, ou des Ouais. compétences? Alors, complètement. Alors déjà, on parlera de la partie outils après. Moi, ce que je vois, c'est les demandes de formation de nos clients sur ces sujets-là qui illustrent bien tout ton propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, hormis les formations linguistiques et les formations sur Excel et autres, les formations les plus demandées aujourd'hui sont des formations liées au management, que ça soit lié au leadership, que ça soit lié au feedback, d'évoquer le feedback, comment donner un feedback. Et effectivement, il ne suffit pas de dire, OK, donner plus de feedback aux gens, ça s'encadre, ça s'apprend. Il y a des super outils qui permettent de le faire de manière, de manière hyper constructive. En tout cas, clairement, c'est un vrai sujet, mais c'est aussi pour travailler finalement à l'attractivité de ce rôle du manager. Ça fait peur à beaucoup de monde, il est en train de changer. Donc, comment on crée encore une fois les conditions pour faire en sorte que tout le monde, alors ne devienne pas peut-être des Galtier ou des Deschamps, mais puisse en tout cas être les plus performants possibles pour le coup dans cette posture
managériale et la posture évolue, comment on accompagne cette évolution. Et ben, en tout cas, nous, on le voit à travers nos clients que ces sujets-là sont au cœur de tous les agendas. Voilà. Et donc ça va, enfin, je pense que c'est le liaison avec aussi le rôle de la fonction RH par rapport à leur manager, en fait. D'accompagner cette offre, d'accompagner cette transformation Ouais. que tu évoquais, qui est déjà enclenchée dans de nombreux endroits. Mm. Et on va voir, je crois que dans la dernière partie, comment justement aller plus loin Mm. ou accélérer les choses, ou voilà, grâce à la technologie. Ouais, exactement. Alors la technologie est pas est un moyen, encore une fois. Avant de déployer tel ou tel outil, bah, il faut faire en sorte que la culture et que la gestion des changements autour de ça ben, a été faite, sinon l'outil ne servira à rien. En revanche, pour illustrer tout ce que tu disais avant, la technologie peut être quand même, tout ce qu'on disait avant, plutôt la technologie peut être d'une grande aide. Bah, nous, notre mission, ben, c'est d'offrir finalement les tableaux de bord aux managers et aux RH pour pouvoir opérationnaliser d'un point de vue, on va dire macro et micro, donc d'un point de vue local, bah, notamment les sujets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà, quelles sont les compétences les plus détenues par mes équipes, quelles sont celles justement qui sont plus en développement, quelles sont les compétences dont j'aurai besoin demain et bah, comment on va accompagner finalement tous les collaborateurs vers ces compétences et travailler finalement au plan de développement des collaborateurs. Ce qu'il faut, en tout cas, ce qu'on voit nous chez nos clients, c'est que le lâcher prise, il est côté manager, mais il est aussi côté collaborateur. C'est-à-dire que il faut faire en sorte de responsabiliser, comme tu le disais, les collaborateurs et donc de leur permettre bah, d'autodéclarer des choses, d'exprimer des motivations, d'exprimer des appétences. Et ça, c'est ce qui permettra en temps réel au manager bah, de prendre le pouls de ses équipes. Et comme tu le disais très bien, ne pas attendre encore une fois l'entretien annuel pour le faire. Alors, on a plein, en fait, tous nos projets clients illustrent ça. Donc, je vais peut-être pas en citer un en particulier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez tous nos clients, le rôle du manager change et finalement, le RH est là pour créer les conditions, finalement, pour que le manager puisse s'emparer de ces sujets de RH de proximité et qui puisse être aussi en charge, par exemple, de la mobilité interne, qui puisse être en charge finalement de la rationalisation des plans de formation. Les outils permettent, bah, avec cette cartographie dynamique des compétences, de faire le lien avec la formation et d'aller capter les objets de formation les plus pertinents pour les collaborateurs. Et donc, bah, finalement, tous nos projets clients illustrent bah, notre propos du jour. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un management du changement qui est à faire auprès des RH parce que les RH, finalement, sont les facilitateurs de ça, mais doivent aussi finalement se dire que ben, il y a une espèce de report d'une certaine partie de leur tâche qui est faite au niveau local. Mais encore une fois, pour bah, œuvrer à la santé de l'entreprise et faire en sorte que le business suive son cours et que bah, les compétences finalement soient adaptées à l'évolution de l'activité. Euh, on a un client bancaire donc qui a décidé bah, de déployer non seulement l'application auprès de tous ses collaborateurs, donc ça dans l'optique d'avoir une cartographie dynamique des compétences, et surtout derrière de faire évoluer le rôle du manager et de lui permettre via ces dashboards consolidés ben, d'être complètement autonome dans la gestion de son équipe d'un point de vue RH et d'œuvrer à bah, finalement tous les sujets qu'on a abordés jusqu'ici. Très bien. Bah, ouais, bah, je vais je vais prendre le relais avec toi et après toi, effectivement, pour illustrer alors, de vous inspirer quelque part pour être encore plus technophile, puisqu'on dit, on dit trop souvent que la fonction RH est technophobe, hein, donc ça, c'est pas du tout vrai. Hein. C'est vraiment une image qui a changé. Et c'est vrai qu'on le voit, hein, tu disais, la maturité, la gestion du changement, l'appréhension de qu'est-ce que la technologie peut faire, a particulièrement évolué ces dernières années. Et
tout particulièrement ces 2-3 dernières années où il y a eu une accélération formidable. Voilà, il y a des choses qui étaient dans les cartons ou qui prenaient voilà, quelques années, on va dire une décennie qui se sont faits en 2 ans. Quoi. Donc, en termes de déploiement, vous avez certainement vécu cette accélération, avec certainement la nécessité de trouver le bon équilibre. De notre côté, dans la management tech, c'est pour positionner par rapport à la tech, c'est ce qui aide concrètement à manager des équipes, une organisation. Et donc, bien entendu, c'est une approche qui ne peut pas passer à côté de que les organisations sont avant tout composées d'humains. Et donc, c'est du management de l'humain, mais avec un objectif d'atteindre des objectifs stratégiques, d'avancer, de fidéliser, de développer l'engagement des collaborateurs pour que ce soit plus innovant, une organisation plus innovante, plus résiliente. Alors, de notre côté, en termes d'illustration que je peux faire, je vais faire un peu comme toi, je vais donner un peu une synthèse de plusieurs, pas mal d'expérimentations, puis de déploiements à grande échelle qui ont été faits ces dernières années. Et je le résumerai en fait en 3 éléments sur ce qu'apporte concrètement Zest au travers cette management tech et par rapport au sujet qu'on a aujourd'hui. La première chose, c'est ce qu'on évoquait, c'est comment je réponds à la question du développement on the job. Comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe ? C'est pas forcément si compliqué que ça en fait. C'est d'inscrire dans finalement la réalité du job, donc dans sa proximité, eh bien des actions concrètes qui vont permettre de développer, de prendre du recul par rapport à de l'acquisition de compétences on the job, du coup. Et ça, c'est en particulier cette notion de développement de plan de développement collaboratif. Alors, collaboratif, ça veut dire que eh bien, le manager va être acteur, en plus du collaborateur, bien évidemment, et d'autres personnes vont pouvoir s'agréger quelque part pour être, on va dire, des partenaires du développement on the job, avec le collaborateur au centre. Et la bonne pratique qu'on a vue, c'est le 3x3. Et le 3x3, c'est de dire chaque collaborateur, c'est intéressant qu'il ait 3 compétences et sur chacune de ces compétences, 3 actions de développement. Et c'est pas que des formations, hein. Ça peut être une mise en situation, ça peut être une discussion avec quelqu'un qui a déjà fait ça précédemment, etc. Donc, et ce 3x3, l'avantage, c'est qu'il est simple. Trop souvent, et nos clients adhèrent à ça de plus en plus, il faut un peu lutter contre la complexité. Et si on veut que ça se mette en œuvre localement, on the job, il faut que ça soit assez simple. Donc, 3 compétences à développer, c'est déjà pas mal, on va dire ça comme ça. Si la compétence est développée, eh bien, ce qui est intéressant dans les plans de développement collaboratif d'Orzès, eh bien, on peut fermer celle qui vient d'être atteinte et en ouvrir une autre. Et donc, on fait ça dans des métiers aussi différents que le conseil, où il y a beaucoup d'acquisition de compétences très, très dynamiques, et puis dans des secteurs du retail, où il y a une espèce d'actualité, on va dire, commerciale, qui nécessite effectivement d'être très, très agile sur ces éléments. L'autre bénéfice, aide que la technologie et le management tech va vous apporter, c'est par rapport au rôle du manager. Le rôle du manager, on peut le rêver comme Galtier, on dit voilà, mais c'est pas simple de le dire. Enfin, c'est facile de le dire, mais pas facile de le déployer. Et là où vous avez une aide assez impressionnante dans le retour de nos clients, c'est de pouvoir déployer opérationnellement des rituels, donc des choses de comment je fais mon acte de management dans mon organisation. Et c'est ce qu'on a déployé au travers notamment des points plus réguliers. Je pense, alors Célio qui a témoigné il n'y a pas très longtemps, qui a subdivisé son entretien annuel en 3 entretiens, avec des vraies postures de manager-coach. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve dans ces entretiens plus réguliers ? Eh bien, on trouve un suivi de ce qu'on s'était dit avant, mais pas dans une logique d'évaluation, parce que l'évaluation, elle sera à la fin de l'année de toute façon. Mais plutôt de dire, OK, est-ce qu'on progresse ? Est-ce qu'il faut faire de nouvelles choses, etc. Et de répondre à la question, mais comment moi, en tant que manager, je peux t'aider ? Donc, d'être un peu sur le manager qui est là pour donner, aider des éléments nouveaux pour faire de la performance ou du développement de compétences. Et là, le digital va permettre de le faire
partout, y compris sur les populations de terrain. C'est-à-dire que trop souvent, les technologies ne sont pas accessibles aux managers et aux collaborateurs qui sont dans des entrepôts, dans des usines ou dans des magasins. Et donc, c'est ça, ou sur la route. Et ça, c'est vraiment ce que la technologie peut vous permettre, c'est de faire bénéficier à ces populations qui sont critiques, on l'a vu, des mêmes processus, on va dire ça, qui vont générer un accompagnement, un engagement, un développement des compétences nécessaires. Et ça, du coup, c'est vraiment ce qu'on voit de manière assez significative. C'est un peu la démocratisation des bonnes pratiques, on va dire, de management et RH à des populations qui ont trop peu. Voilà. Donc, comme quoi la technologie peut réduire la fracture, on va dire, quelque part aussi, et ne pas être elle-même une fracture. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres éléments que tu veux, parce que là, on arrive un peu dans le temps un peu de notre présentation. Je vois qu'il y a pas encore énormément de questions. Donc, Ouais. n'hésitez pas, là, je vous le rappelle, à poser vos questions, bien entendu, ou partager vos retours d'expérience. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou des choses complémentaires que tu voudrais rajouter? Bon, en fait, moi, j'avais une question à te poser et moi, j'y répondrai aussi parce que c'est une question qu'on me pousse souvent chez mes clients et mes prospects. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est tout ce que tu évoques et tu as évoqué l'évaluation de la compétence. Il y a des process légaux, on va dire. Ouais. Comment vous intégrez à ces process et quelle place prend finalement la donnée que vous allez aller capter et ce que vous proposez au regard de ces process un petit peu régaliens? Mm. Alors, j'ai envie de dire, il y a deux, trois choses qui me viennent là par rapport à ta question. La première, c'est de connecter dans le dialogue qu'on a sur ce sujet des compétences avec la performance du collaborateur. C'est de dire la compétence est au service de et aussi au service de la performance. C'est l'employabilité, c'est le futur de la carrière. Et donc, c'est pas de faire que des discussions, on va dire, techniques, on va dire, d'évaluation de compétences entre le manager et le collaborateur. La deuxième, c'est de dire on ne fait pas une évaluation quand le championnat est fini. On fait du feedback au continu, régulièrement, de manière structurée, de manière argumentée, de manière préparée, pour justement faire qu'on va gagner le championnat. Et donc, d'une contrainte, on va dire, réglementaire, d'un rendez-vous réglementaire, on en fait quelque chose qui est au service d'un dialogue positif et avec des bénéfices pour le manager Hmm. comme pour le collaborateur. Ok. Et le troisième élément, c'est effectivement que ce soit collaboratif, que éventuellement il y ait d'autres feedbacks, d'autres actions, d'autres acteurs de cette évaluation. Bien entendu, la colonne vertébrale régalienne, il faut la faire. On l'a fait, hein, on fait des entretiens pro chez nos clients avec notre plateforme. Mais ces entretiens pro, de plus en plus de clients le font tous les ans et pas tous les 2 ans déjà. Et parfois l'alimentent avec ces rituels de points réguliers sur lesquels il y a un chapitre quelque part du développement des compétences. Ok. Bon, bah, moi, on m'a pas, c'est super clair. On m'a pas posé la question, mais je me la pose à moi-même parce que je sais que ça crispe beaucoup de nos interlocuteurs. C'est qu'effectivement, nous, on capitalise sur cette donnée qu'on a dans des entretiens pro ou des entretiens de performance en allant récupérer la donnée qui se trouve sur ces outils, en l'incorporant à la plateforme, mais après, en permettant quand même aux collaborateurs d'être dans une auto-déclaration et une auto-évaluation. Nous, on va offrir une vision complémentaire qui est comme Zest, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plutôt du temps réel et plutôt le film de la carrière plutôt que la photo à un instant T. Et elle peut servir de base de discussion pour un entretien annuel. En tout cas, on ne s'affranchit pas de ces process régaliens, on ne vient pas les remplacer non plus. Voilà, c'est une approche complètement complémentaire. En tout cas, il y a un enjeu d'intégration finalement de ces outils-là avec tous les autres outils qui viennent supporter les process RH. Et donc ça, c'est hyper important et c'est hyper rassurant parce que ça veut dire qu'on capitalise sur la donnée qui existe déjà, on la consolide avec la donnée que nous, on va aller capter. Et après, l'enjeu aussi, c'est d'aller déverser la donnée qu'on va construire en termes de référentiel, de compétences dynamiques, en termes de voilà, et d'aller la déverser dans d'autres outils un petit peu plus, encore une fois, régaliens. Voilà. Et c'est un point. C'est vrai que moi, souvent, longtemps, j'ai cru, j'ai souvent pensé, ces fois, ça arrive quand même que nos contraintes réglementaires légales ou par convention collective, etc., étaient un peu pesantes par rapport à d'autres pays, d'autres cultures, où voilà, c'est un peu plus fait localement, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Et
Et en fait, je crois que ça, il faut le prendre comme acquis. Et la question qu'on voit dans les projets, c'est finalement comment j'utilise cette contrainte comme un levier. Et du coup, comment je réponds mieux à l'exigence, non pas réglementaire seulement, mais au niveau des besoins des managers et des équipes. Et donc, l'entretien pro, OK, j'ai les questions obligatoires. L'entretien au forfait, j'ai les questions obligatoires. Mais comment cet entretien devient utile pour le manager et le collaborateur? Et pas seulement pour, entre guillemets, la conformité RH. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le redesign, quelque part, des rituels, y compris des entretiens pro et autres. Donc voilà, et ça, la technologie va vous aider. Et la technologie telle que Zest et 365 Talent, eh bien, c'est une technologie qui est beaucoup plus agile dans sa capacité à s'adapter, à être itérative, à pouvoir très vite être concrète, voilà, et pas éviter des effets tunnels ou des choses qui sont trop prêtes à l'emploi. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Si je veux déployer Zest, ça me prend combien de temps? Ah ouais, le déploiement de Zest, en théorie, vraiment, hein, si configurer un entretien, un rituel, par exemple, et le déployer dans une organisation, c'est une question d'heures. Bon, mais ça, c'est le temps théorique, on va dire. Certains peuvent le faire, mais la réalité, c'est qu'il faut, voilà, comme tu le disais, et c'est important de le rappeler, faire une gestion du changement, faire du co-design. Nous, on adore le co-design qui mêle RH, manager, éventuellement des collaborateurs pour dire, OK, comment on rend l'entretien pro la contrainte la meilleure possible, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et on se met autour de la table, on joue avec Zest, on fait des jeux de rôle, et ça se fait en atelier d'une demi-journée. Donc ça peut aller très très vite. Voilà. Et on a des organisations comme Célio voilà, qui ont déployé ces nouveaux rituels, alors pas en quelques heures, hein, mais en quelques semaines. En tout cas, cette vélocité à déployer un outil, c'est aussi un facteur d'engagement des managers parce que ça veut dire que l'outil est rapidement utilisable et que finalement la valeur qu'il apporte est aussi palpable rapidement. En tout cas, nous, on voit que on évite, comme tu dis, cet effet tunnel et le fait de déployer une application comme la nôtre en 6 à 8 semaines, ça permet aussi d'embarquer des managers qui ont très vite envie de voir aussi quel peut être l'intérêt business pour eux et donc de sortir des phases de projet de 12 mois qui sont souvent associées au projet SIRH. Ouais, et puis c'est de la faire évoluer. C'est-à-dire que on parlait pour rebondir sur le contexte initial, c'est-à-dire que le monde change, les besoins changent, et c'est un des éléments clés par exemple de Célio là que je vois qu'on a partagé le retour d'expérience, c'est de dire si on doit changer les choses. Avant avec le SIRH qu'on avait, c'était un projet de 3 mois. Là, si on doit changer les choses, bah, ça va être quelques jours éventuellement parce qu'on a déjà la maîtrise de Zest. Donc c'est quelque chose qui permet de mieux servir ses clients internes et en répondant tout simplement mieux à leurs besoins. Et c'est finalement l'essentiel et de ne pas avoir des injonctions qui ne sont pas équipées. Moi, par rapport à l'injonction, c'est un peu la conclusion qu'on peut avoir sur notre échange là, sur l'acteur clé du développement. Parce que ça ressemble quand même un peu à une injonction, quoi. Allez, on a trouvé la panacée, bah, c'est la faute ou grâce au manager qu'il va falloir encore solliciter pour faire ça. C'est vrai que ça pourrait être ça, mais ce n'est surtout pas ça. Et on l'a vu, hein, on a vu pourquoi c'était important de le faire, donc ce n'était pas une injonction gratuite. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des solutions, il y a des pratiques qui existent, qui peuvent aider les managers à le faire à l'échelle et sur toutes les populations. Et ça, c'est vraiment important. La technologie a un rôle à jouer, mais les managers de managers et les RH, bien entendu, ont un rôle très fort à jouer. Voilà. C'est surtout pas une injonction. Et toi comme moi, on y voit plutôt une opportunité et un moyen de rendre finalement la fonction plus attractive. Donc effectivement, c'est important de répéter qu'on n'est pas en train et que voilà, c'est pas une injonction. Je crois que ça c'est vraiment important de revenir là-dessus. Et puis c'est un acteur clé parmi d'autres acteurs. C'est un écosystème, hein, le développement des compétences. Bien entendu, la RH en est au cœur voilà, de ce dispositif. N'hésitez pas voilà, à nous poser des questions. On arrive là, on est à 1 minute de la fin prévue du webinar. En tout cas, Mathieu, je voulais te remercier voilà, pour ton intervention et ton partage d'expérience. Ce travail sur les compétences est vraiment un peu le cœur c'est un peu les atomes hein, d'un réacteur qui va faire de la performance, qui va faire des nouveaux produits, donc c'est vraiment important d'en maîtriser à tous les niveaux et on l'a vu très bien que
365 Talents avait cette capacité à accompagner pour impacter concrètement les enjeux liés aux compétences dans une organisation. Merci pour ça. Est-ce que tu as un ultime mot de la fin avant de clôturer? Bon, merci à toi aussi de cet échange. Bon, on a eu 45 minutes, on aurait pu en parler pendant 2 jours. Donc, on vous invite, si vous n'avez pas de questions tout de suite, n'hésitez pas à nous solliciter et à nous les poser pour peut-être en savoir plus sur la manière dont on accompagne nos clients. Effectivement, on parle beaucoup de compétences et d'approche compétences, posture compétences. Ça change beaucoup de choses dans la manière de gérer la gestion des ressources humaines et comment la compétence va venir irriguer tout un tas de process RH. Voilà, il est question de ça et comment on accompagne le manager vers ce changement. Donc voilà, là, vous les avez à l'écran, les personnes à solliciter si besoin. En tout cas, moi, encore une fois, j'ai été ravi d'être parmi vous. Encore merci à l'équipe Zest et à toi, David, pour cet échange. Et puis, à bientôt. À bien très bientôt. Merci encore. Et oui, enfin voilà, on vous garantit que cet échange sera enthousiaste, sera intéressant, sera concret. Voilà, donc je pense que c'est aussi là, dans ces périodes de fin d'année, préparation de 2023, voilà, qu'il est aussi intéressant d'explorer des nouveaux territoires. Et vous ne perdrez pas votre temps avec Wagan et Lys. Donc vraiment, profitez-en. Et puis on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez autant que vous pouvez. Et puis rendez-vous très vite, et en particulier en 2023. À très Oui, bientôt. excellente fête à tous. Au revoir.